Voilà. Bon, on va continuer sur les problématiques climatiques, les effets qu'ils peuvent avoir dans des milieux un peu particuliers que vous n'avez pas forcément l'habitude d'entendre parler, puisqu'on va descendre dans les milieux profonds et notamment sur des écosystèmes coralliens d'eau froide, ou voir s'ils sont déjà touchés ou pas par ce changement climatique et éventuellement ce qu'on peut faire pour limiter ces effets. Donc, je vais être assez bref sur ce volet. Donc, on a vu justement l'introduction de Monsieur Votard sur l'effet planétaire, à la fois continents et les océans. Tous les environnements en fait sont touchés, avec des impacts qui vont être variables à différentes échelles géographiques, et notamment parmi les zones très sensibles, la Méditerranée et le pourtour méditerranéen est une des zones les plus exposées, et où on s'en rend compte depuis notamment quelques années, entre les sécheresses, les élévations de température, des effets très drastiques, très importants autour de nous. Donc justement, plus localement, là, j'ai repris les données Météo France de la station de Rivesaltes. Donc on est un peu au-dessus de Perpignan, avec, vous voyez, depuis les années 20, ce sont les anomalies thermiques enregistrées, et donc depuis une bonne dizaine d'années, on a des écarts positifs qui sont de plus en plus importants, et là encore, il n'y a pas les 2-3 dernières années qui sont encore pires, donc on est vraiment dans pour le coup, on suit les scénarios de conditions qui sont de plus en plus drastiques. En mer, c'est la même chose. Ici, les relevés qui sont effectués par l'Observatoire océanologique de Banyuls, en baie de Banyuls, où on a donc les mesures quotidiennes de température, avec, alors la variabilité qu'on voit ici, c'est la saisonnalité, mais sur du long terme, on enregistre une légère, alors je sais pas si ça se voit à distance, mais une très légère augmentation. Les eaux de surface se réchauffent petit à petit, et ça, on le voit. Alors, on a tout un tas de réseaux d'observation sur le pourtour français notamment, et puis même européen, où on vérifie ces enregistrements qui sont plus ou moins marqués, parfois sur le côté est ou ouest de la façade méditerranéenne, côté mer du Nord ou Atlantique. Enfin voilà, suivant les façades, on a des augmentations qui vont être un petit peu variables, mais sur toutes, on enregistre des augmentations générales de température, notamment. Alors, si on descend un peu justement en profondeur, ce réchauffement, en fait, on s'aperçoit, et ça a été une des surprises des 10 dernières années, c'est de voir à quelle vitesse les milieux profonds commencent déjà à se réchauffer. Et c'est ce qu'on voit sur cette carte, qui est peut-être pas très jolie, à part que voilà, ce différentiel de couleurs qui montre qu'on a depuis 2010 des anomalies de température de plus en plus fortes qui se matérialisent et qui sont de plus en plus pérennes, et qu'on voit alors ici entre des données observées. Je sais pas pourquoi la qualité d'image est si dégradée. Je suis désolé. Mais c'est pas grave, on va arriver à la travailler. Donc, des enregistrements qui ont déjà commencé de montrer des indices de réchauffement. Ici, on est en mer Adriatique. Et alors, on peut discuter du scénario choisi ici, mais des projections où on voit que les masses d'eau, là, jusqu'à 600 mètres, vous voyez, vont passer dans des couleurs qui correspondent ici au-delà de 16 degrés, au lieu des 13 et quelques actuellement. Donc, des augmentations. Alors, si on change de scénario, entre 0,8 à 3 degrés, en gros, à 500 mètres de profondeur. C'est un peu les attendus en Méditerranée, des effets sur la température, et évidemment également sur les conditions de salinité, où on a donc des changements de masse d'eau qui se mettent en place de plus en plus importantes, et les mesures qui sont réalisées notamment par les collègues de Perpignan, avec le CEFREM, où on a donc ici la Perpignan, baie de Banyuls, un peu au large, le canyon de la Casse-du-Thiers, avec des mesures qui sont réalisées, la courbe rouge à 1000 mètres de profondeur, la courbe bleue à 500 mètres de profondeur, depuis les années 90. Et vous voyez qu'en gros, depuis 2014, on a une inflexion de la température mesurée à 500 mètres de profondeur, avec une augmentation en 10 ans de 0,5 degrés, donc dans des milieux où on ne s'attendait pas du tout à voir aussi rapidement cette élévation de température. L'une des conséquences de cette augmentation de température, c'est aussi d'affecter la courantologie.
notamment parce que les eaux de surface se réchauffent beaucoup plus vite que les eaux profondes. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle une stratification des masses d'eau, une séparation entre les eaux de surface et les eaux profondes, et limiter, d'ailleurs ce qui a été évoqué tout à l'heure, des mouvements de convection, la capacité d'aller faire plonger des eaux en profondeur. Et ça, c'est vraiment les enregistrements qui le montrent. Donc, on a ces eaux rouges là en surface qui continuent de se réchauffer très vite. Et alors qu'on avait encore jusqu'à, dans les années 2010, ces petites brusques lignes là qu'on voit descendre qui correspondent en fait à des mouvements d'eau de surface vers les profondeurs, qui interviennent généralement en hiver dans ce qu'on appelle des cascades d'eau dense. Donc les eaux de surface se refroidissent pendant l'hiver. Avec le vent, notamment ici, on a une évaporation importante et donc des eaux plus salées, froides et salées, elles sont plus denses et ont tendance à plonger. Et donc ça, c'était très important parce que ça permettait de renouveler les masses d'eau profondes. Sauf que depuis 2014, on voit que ces mouvements de masse d'eau n'arrivent plus à descendre. Ils restent bloqués à moins de 500 mètres. En fait, même on dépasse rarement les 300 mètres de profondeur actuellement. Et donc, on a une grosse inquiétude sur les eaux profondes où on a plus ces mouvements de masse d'eau de surface qui viennent réalimenter tous les systèmes et notamment apporter des nutriments en profondeur. Ces volets sur notamment tout ce qui est cascading, vous aurez demain Xavier Durieux de Madron qui va développer beaucoup plus avec tous les enregistrements récents qui ont pu être faits là-dessus. Donc, je vous invite à venir l'écouter. Ces enregistrements, c'est un peu sur la même courbe, le même graphe qu'on avait tout à l'heure. Donc cette courbe bleue de température, certes, elle augmente depuis quelque temps, de façon très significative. Et en plus, ce qu'on voit, c'est que ces petits pics-là de température négative qui intervenaient quasiment tous les hivers, en lien avec ces cascades d'eau dense, aujourd'hui ont beaucoup plus de mal à se développer, voire n'existent plus du tout certaines années. Et donc on a une vraie inquiétude dans ces environnements profonds de la capacité à avoir un renouvellement des masses d'eau, à avoir des apports de nutriments. Également, les problématiques d'acidification. Donc on a évoqué l'augmentation du taux de CO2 de l'atmosphère. En dehors du réchauffement, une des conséquences, c'est que ce CO2 transite également dans l'océan, dans les masses océaniques, et va libérer des ions H+, qui entraînent une diminution du pH de l'océan. Donc là, c'est un exemple sur la station de Villefranche-sur-Mer, où on a des mesures régulières, pareil, du pH, avec une décroissance petit à petit des eaux de surface, du pH de surface, mais c'est également vrai en profondeur, où on commence à avoir une diminution du pH. Une autre conséquence, la désoxygénation des océans, c'est-à-dire que, notamment liée à des températures plus élevées, l'oxygène est moins disponible, et donc on s'attend à avoir une expansion des zones à oxygène minimum, voire des zones qu'on appelle dead zone, où il n'y a plus d'oxygène, et donc qui deviennent quasiment impropres à la vie. Oh là, le tableau est vraiment dégueulasse. Alors, je suis vraiment désolé. En gros, dans l'Atlantique, c'était pour vous montrer les valeurs négatives, les moins qui apparaissent. C'est qu'on peut s'attendre assez rapidement, donc les projections, au-delà de 3000 mètres, d'avoir des conditions de température. Alors là, au contraire, non, on est plutôt vers du plus 1 degré, enfin 0,98. Et entre 200 et 300 mètres de profondeur, alors ça oscille, soit on a une température un petit peu plus négative, mais généralement on va plutôt vers une élévation avec jusqu'à plus 4 degrés suivant les scénarios. L'oxygène dissous qui va diminuer de proche de zéro, donc tous les cas de figure. Le pH également qui va continuer de diminuer et les flux de carbone aussi. Alors pourquoi finalement je vous parle de ces milieux profonds ? Finalement ils sont assez loin. On n'y a, nous, pas facilement accès. Quel intérêt on peut avoir de vraiment s'y intéresser ? Alors, c'est un peu historique, ces milieux profonds. Pendant pas mal de temps, s'est posé des questions, d'ailleurs, s'il y avait de la vie dans les milieux profonds. Et pendant longtemps, on a considéré que les fonds océaniques étaient un milieu impropre au développement de la vie, trop hostile, trop inaccessible, sans oxygène, impropre au développement. Et Charles Darwin lui-même considérait qu'il y avait un niveau de zéro de la vie au-delà une certaine profondeur et où la vie ne pouvait pas se développer. Et c'est vrai que pendant pas mal de temps, les expéditions du début du 19e siècle notamment, et avant, lorsqu'on faisait un dragage, des relevés, à terre, enfin, ce qu'on ramenait à bord, c'était beaucoup de vases ou éventuellement des cailloux, en gros du basalte essentiellement. Et quand on plonge, on a énormément de chances de tomber sur beaucoup de vases ou un peu du sédiment donc ou du basalte quand on est à l'approche de zones volcaniques. Néanmoins, donc
Si c'était ce qui était communément considéré qu'au-delà de 200 mètres, il n'y avait pas de vie, on s'est aperçu avec le développement de tout ce qui est câbles sous-marins, avec la mise en place des câbles télégraphiques, notamment transatlantiques, mais il y en a eu au travers de la Méditerranée. En 1860, au moment de la rupture d'un câble au large de la Sardaigne, entre la Sardaigne et l'Italie, où on a relevé de ce câble qui traînait à 1500 mètres de profondeur des huîtres et du corail. Et donc là, ça a paru vraiment assez hallucinant de découvrir des organismes qui étaient capables de se développer à ces profondeurs-là. Ces huîtres, on les connaît, un Opioctodon de Coquelard, on les trouve encore aujourd'hui un peu au large de nos côtes, au-delà de 300 mètres de profondeur. Elles sont un peu plus petites que les huîtres classiques qu'on peut trouver dans les milieux côtiers. Mais elle se développe très bien dans ces milieux profonds. Et donc, ça a été un intérêt. Le moment où on a relevé ces animaux, on a prouvé que finalement, on s'était trompé. Il y a de la vie en profondeur. Il y a un gros intérêt scientifique pour aller découvrir finalement cette vie profonde, avec les très grandes expéditions de la fin du 19e siècle, le HMS Challenger, l'expédition, l'image a sauté, mais c'est pas grave, du Travailleur, donc ça c'est les bateaux français, ou à coup de campagnes de chalutage, un peu partout, donc on a rayonné dans tous les océans. Il était montré que au-delà de 500 mètres de profondeur, on peut avoir une vie très foisonnante, une biodiversité qui était assez hallucinante, avec, alors là c'est des reconstitutions, des iconographies à partir des organismes remontés, des fois dans des états pas toujours faciles à reconstituer. Néanmoins, on a imaginé, vu la quantité d'organismes qui remontaient, qu'il y avait un développement qui était relativement important de la vie dans ces milieux profonds. Aujourd'hui, on le connaît un peu mieux. Il y a un développement de tout ce qui est technologie submersible. On a pu visiter beaucoup d'endroits et on a découvert qu'en fait, dans les milieux profonds, il y a plein d'habitats qui accueillent une vie qui est très diversifiée, des hotspots de biodiversité. Vous en voyez tout le long là sur le pourtour de la marge européenne. Vous en avez en plein milieu des océans sur la dorsale médio-atlantique. On en retrouve pareil dans le golfe du Mexique, dans les Caraïbes, enfin voilà, à différents endroits. Et certains qui sont un peu plus caractéristiques que d'autres, notamment tout ce qui est source hydrothermale médio-océanique, qu'on va trouver généralement sur les dorsales ou à l'approche des zones de contact, de subduction entre deux plaques l'une sous l'autre. Ces zones où il y a justement le volcanisme, enfin le séisme au Venezuela qui est dû à des changements de plaques plutôt de ce côté-là. Et donc c'est des émissions de fluides hydrothermaux autour desquels viennent graviter tout un tas d'organismes. Ici, ce sont des petites crevettes, mais on va trouver également des vers, des bivalves, enfin voilà, énormément de bestioles. Et puis également, ce qui a été beaucoup relevé, c'est l'existence de systèmes de coralliens, d'eau froide, où le long de falaises notamment, plein de récifs coralliens viennent s'accrocher, se développer. Alors je vais développer justement un peu plus mon propos sur ces récifs de coraux profonds. Ces coraux profonds, là, c'est un exemple dans le canyon de Cassidène, au large de Marseille, à 200 mètres de profondeur, où on a ces structures tridimensionnelles qui sont fabriquées par plusieurs colonies qui viennent se développer, grandir, qui font parfois plus d'un mètre d'envergure, et puis les unes à côté des autres forment finalement un récif qui peut, lui, prendre une envergure beaucoup plus importante, servir d'abri pour la colonisation de tout un tas d'autres organismes, et donc vont se développer dans ces milieux. Alors on parle de coraux d'eau froide, puisque en profondeur, les eaux ont tendance à être relativement plus froides. D'ailleurs, on les trouve, eux, qu'entre 2 et 14 degrés. Et suivant les endroits, on les trouvera soit à faible profondeur, si on est plutôt vers les pôles, ou dans des grandes profondeurs dans le reste des océans. Et donc, ils sont considérés comme des espèces clés de ces milieux profonds. Ils vont former des récifs relativement importants qui vont attirer une riche biodiversité. C'est pour ça qu'on les considère comme ce qu'on appelle une espèce ingénieure. Le comparatif, donc espèce ingénieure, si je prends les coraux tropicaux par rapport aux coraux profonds, en gros, ils ont les mêmes fonctions, mais pas aux mêmes endroits. Les coraux tropicaux, donc là, j'ai pris un exemple d'un tout petit massif, il fait 50 cm d'envergure dans les eaux calédoniennes à 1 mètre de profondeur, où vous voyez que tout ce qui est bleu, là, c'est des petits poissons qui vivent à l'intérieur. On peut compter des centaines d'individus, il y a d'autres espèces, des demoiselles, qui peuvent vivre dans une toute petite structure. Et on a la même chose, mais à 500 mètres de profondeur, où là, ce récif corallien qui se développe, on ne le voit pas bien sortir, mais il y a une mostelle qui est en train de sortir ici, il y a tout un tas d'organismes accrochés là sur les pieds de cette colonie, et puis si on zoome à l'intérieur de la colonie, on retrouverait comme ici, des petits poissons, alors il est rose, je sais pas si on le voit bien ici, c'est un juvénile de mostelle qui est caché, qui vit au milieu des polypes. Donc c'est vraiment les mêmes problèmes, enfin la même façon de fonctionner, des espèces qui modifient leur habitat en construisant
quelque chose, un récif, une colonie qui s'émancipe, qui construit un habitat tridimensionnel et qui va faciliter du coup l'installation d'autres espèces, avoir des fonctions de nourricerie, de nurserie, de support de fixation comme les huîtres là qui viennent s'accrocher dessus, ou d'abri en cas de prédation par exemple. Et on s'est aperçu que ces récifs coralliens, en fait, ils abritaient énormément de choses. Alors, c'est difficile d'accès. Pendant longtemps, on avait une information qui était très parcellaire. Quand c'était encore comme au 19e siècle avec du chalutage, on remonte, on ne sait pas trop qui organisait comment. Voilà. Maintenant qu'on peut aller voir les choses au fond, on a une bien meilleure compréhension de ces systèmes. Mais vous voyez, ici, un pagure qui porte une petite éponge, là, qui est en train de passer entre deux petits récifs. Beaucoup de crevettes, galatées. Là, c'est un type de bivalve, une atrina. Une gorgone qui est colonisée par un gorgonocéphale. On a là tout un tas d'huîtres profondes, justement, ces néopycnodontes qui a été relevé sur le câble sous-marin, qui poussent sur un pied de Madrepora oculata, qui est un récif de corail d'eau froide. Un congre qui sort ici de ce récif corallien, ou encore du sébaste qui vit posé sur le fond dans les zones coralliennes. Donc énormément d'espèces, et puis quand on regarde, on prend un tout petit peu de recul, les paysages sous-marins, ben voilà, ça ressemble à ça. Ces récifs qui s'émancipent le long, par exemple, de falaises, où on a ces récifs-là qui se développent. Il y a des huîtres, des murs d'huîtres entiers qui sont collés les unes à côté des autres, puis des antipatères, donc c'est un autre type de corail d'eau froide, qui viennent s'accrocher par-dessus, et donc tout ça former une complexité, une structuration qui peut parfois atteindre plusieurs dizaines de mètres d'envergure. On est ici à quasiment 1000 mètres de profondeur dans le golfe de Gascogne. On descend un tout petit peu plus profond, même endroit, le canyon de l'Ampole, 1600 mètres. Et on a, c'est pas passé, voilà. Ici un récif à Solenosmilia variabilis, où pareil, en fait, on pourrait creuser à l'intérieur, ils sont poussés les uns sur les autres. Des fois, ça se développe comme ça sur des générations et des générations, avec une vitesse de croissance qui est relativement lente. On parle de au mieux quelques millimètres par an, au mieux. Et donc, c'est plusieurs centaines, voire milliers d'années qui sont accumulées comme ça pour former ces récifs. Visuellement, si on reprend encore un peu plus de recul, on va finalement avoir des structures formées par ces espèces ingénieurs qui sont assez similaires, que ce soit dans les eaux tropicales, avec ici l'exemple d'une barrière, on est sur la barrière au large de Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Donc si on fait le pourtour de la Nouvelle-Calédonie, c'est 1600 km de long, cette barrière de corail. La grande barrière de corail, on atteint 2300 km. Et ben, en profondeur, ici à 800 mètres de fond, au large de la Mauritanie, en rose, oui c'est ça, on a un relevé des récifs à 800 mètres de fond, donc sur 530 km de long. Donc vous voyez que c'est des dimensions qui finalement sont assez équivalentes à ce que peuvent fabriquer les coraux tropicaux, mais par contre dans des conditions un peu différentes. Et on a la même chose de l'autre côté, en face, sur la façade Est-USA, avec pareil plus de 500 km de long qui ont été découverts très récemment, il y a 2 ans à peine. Alors pourquoi on s'y intéresse de plus en plus, c'est que ces récifs, non seulement ils abritent énormément de biodiversité, c'est patrimonial, mais en plus on s'est aperçu qu'ils abritaient parmi cette biodiversité beaucoup d'espèces commerciales. Et énormément de pêcheries du large sont en fait localisées autour de ces récifs coralliens. Je parlais de la Mauritanie, la grande pêcherie du large du banc d'Arguin, en fait, est dépendante de ces récifs profonds où beaucoup d'espèces de poissons descendent à 500, 800 mètres de profondeur pour se reproduire, parfois au milieu de ces récifs, puis après remontent pendant la nuit d'ailleurs, c'est plutôt généralement des cycles jour-nuit dans ce sens-là. Et donc il y a l'activité de pêche est en fait très tournée vers ces récifs coralliens. On le voit à une autre échelle ici. On est au large de l'Anvers, sur les côtes norvégiennes, et vous voyez que ce qui est en violet, c'est toutes les zones de chalutage, et je sais pas si ça ressort bien, mais les points rouges, c'est tous les endroits où on a relevé des récifs. Et en fait, ils chalutent dans et autour des récifs coralliens. Donc il y a vraiment une activité qui est très très liée à la présence de ces coraux, avec notamment alors c'est pas exhaustif, mais les espèces qui sont beaucoup capturées, du sébaste, on en voit de plus en plus sur les étals de poissonnerie ici, du grondin, du grenadier, de l'empereur, du lingue, et puis de la langoustine, et puis des crevettes, notamment les gambas, beaucoup capturées par les Catalans. Il y a une grosse activité de pêche autour de ces crevettes, typiquement dans les canyons sous-marins où se développent ces coraux.
Autre service écosystémique rendu par ces récifs coralliens, en réponse justement à ce qui a été évoqué tout à l'heure sur les flux de carbone, ce sont des formidables stockages puits de carbone, ces récifs coralliens, et notamment parce qu'ils sont installés dans des zones justement où les échanges se font plutôt vers l'océan, vers les profondeurs. Donc leur capacité à minéraliser leur squelette carbonaté va permettre de fixer durablement du carbone, et puis leur activité de recracher, capturer des particules, et puis via du mucus les laisser tomber au fond, sédimenter, vont également contribuer à fixer durablement du carbone. Et donc c'est vraiment là pour le coup un stock de carbone, qui est un puits de carbone qui est extrêmement important. Également, il y a eu quelques travaux là-dessus. Alors c'est encore assez discret sur les retombées, mais il y a un potentiel de ressources de composés pharmaceutiques. On sait qu'ils ont des processus, des capacités de nettoyage antibactériennes qui sont relativement importantes. Et donc il y a quelques travaux qui se développent là-dessus. Et puis il y a également pas mal de travaux sur le côté archives paléoclimatiques et paléosonographiques. Justement, quand on veut raconter l'histoire de l'océan, comprendre comment les masses d'eau océaniques fonctionnaient au cours du temps et comment elles risquent d'être affectées par le réchauffement climatique actuel, on a besoin d'avoir des traceurs anciens pour savoir comment ça fonctionnait. Et justement, ces coraux d'eau froide, eux, ont enregistré tout au long de leur vie, dans leur squelette minéralisé, la chimie de l'océan, les conditions de température notamment, d'orientation des courants, et donc on peut les reconstituer. Donc ce sont des vrais outils qui sont extrêmement importants. Alors ces coraux d'eau froide, en fait, on les connaît on commence à les connaître de plus en plus. J'ai presque envie de dire, à chaque fois qu'on fait une plongée, on en découvre des nouveaux habitats. C'est un peu caricatural, mais pas complètement. Par exemple, il y a 10 ans, on savait pas du tout qu'il y en avait entre la Corse et l'Italie. Ça a été découvert en 2018. Pareil, une grand spot en mer d'Alboran, au sud de l'Espagne. Il y a, alors nous, on avait un peu plus d'historique dans le golfe du Lion, mais on a redécouvert des nouveaux zones dans des nouveaux canyons. Donc, il y a vraiment un enrichissement qui se met en place de plus en plus grâce aux expéditions scientifiques dans ces milieux profonds. Et on sait qu'aujourd'hui, ils ont une aire de distribution qui est beaucoup plus vaste que les coraux tropicaux. De par leurs contraintes physiologiques, les coraux tropicaux sont dépendants d'eau relativement chaude, notamment parce qu'ils vivent en symbiose avec des petites algues photosynthétiques qui ont besoin de températures assez élevées et d'être exposés à la lumière. Les coraux profonds, ce qu'ils ont besoin, c'est d'apport de nourriture, mais après, ils peuvent se développer aussi bien dans des eaux peu profondes, du moment qu'elles sont relativement froides, que en profondeur. Et donc, ils vont pouvoir se distribuer très largement. Après, il y a des zones où on les rencontre plus facilement, justement en lien avec les transferts de nourriture. Ça va être dans les fjords, donc à l'interface continent-mer. Et là, c'est beaucoup le pourtour scandinave, Patagonie également. Oups, pardon. Oh là, c'est parti un peu vite. Ah, je sais pas comment on revient en arrière. Voilà. Et puis, alors, énormément dans les canyons sous-marins. Et c'est ce qu'on voit sur tout ce qui est la bordure ici, par exemple, du golfe de Gascogne. C'est ce qu'on voit là, toutes les bordures ici au large des États-Unis. Donc, on a des grandes accumulations dans ces milieux-là. Puis après, on va en retrouver autour des dorsales, où ils vont se positionner pas très loin des édifices volcaniques, pas très loin des zones de sources hydrothermales. Alors, pas directement là où il y a le fluide qui sort, mais un petit peu à côté pour bénéficier des apports nutritifs liés à ce système chimique. Et puis également sur les monts sous-marins, les anciens volcans sous-marins. Et donc là, c'est des spots qui vont sortir un peu au milieu de nulle part. Bien connus des pêcheurs quand même, parce que souvent il y a une activité de pêche autour de ces monts sous-marins qui justement attire pas mal d'organismes dans ces récifs. Alors, on en a pas mal dans le pourtour français. Donc il y a des relevés assez récents, le rapport de 2022, où on a fait tout un inventaire le long de la marge du golfe de Gascogne, et on en trouve dans beaucoup de canyons de cette zone-là, et puis également en Méditerranée, et particulièrement le golfe du Lion, avec alors 2 canyons particuliers, Cassidienne au large de Marseille, et la Casse-du-Thiers, qui est au large de nos côtes ici. Alors celui-là, justement, ah oui, juste, je parle canyon, je vais peut-être faire un laïus pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude. Canyon sous-marin, donc si vous prenez la marge, le golfe du Lion, vous voyez que cette zone-là, qui est la transition entre les milieux peu profonds, jusqu'à 150 mètres de profondeur ici, et puis là on va être à
2500 mètres de profondeur au milieu de la Méditerranée occidentale, et donc on a une pente qui permet de passer de l'un à l'autre. Et cette pente se trouve entaillée de vallées incisées, qui est liée à des processus en fait de transfert sédimentaire d'avalanche sous-marine. Le sédiment qui vient s'accumuler sur le haut du plateau, ici, a tendance à glisser le long de la pente et éroder la pente avant de se répandre sur la plaine abyssale. Et au cours des temps géologiques, à force d'éroder, on forme ces sillons, ces vallées, qui sont donc ce qu'on appelle des canyons sous-marins. Et justement, parmi ces canyons, le canyon de la Casse-du-Thier, qui porte le nom en l'hommage du professeur Henri de la Casse-du-Thier, est assez particulier, très attractif, probablement l'un des plus riches de Méditerranée, avec la présence, on a la connaissance de coraux profonds dans cette zone, grâce aux travaux initiaux de Henri de la Casse-du-Thier, qui avait demandé d'ailleurs, intrigué par des pêcheurs qui relevaient des coraux d'un trou sans fond au milieu de l'océan, était allé demander de faire des relevés, et puis il travaille là-dessus, quelques dessins fait à la fin de sa vie, c'est vraiment dans les derniers moments où il a commencé de travailler sur ces organismes. Avant, il était plus sur le corail rouge. Mais on sait qu'il y en a dans cette zone-là depuis la fin du 19e siècle. Et puis ensuite, il y a eu des gros travaux menés à l'observatoire de Banyuls, avec notamment Daniel Reiss et les toutes premières plongées dans les milieux profonds et les toutes premières images in situ de coraux vivant donc dans leur habitat, qui ont été prises grâce à la soucoupe plongeante du commandant Cousteau, où on est un peu surexposé, mais on reconnaît ici, c'est du Madrepora oculata à 270 mètres de profondeur, avec un sous-marin qui était un peu limité jusqu'à 300 mètres de profondeur, donc on n'a pas pu aller visiter plus loin à l'époque, mais en moins, on avait vraiment la preuve de comment les coraux sont dans leur habitat. Alors depuis, on a développé la technologie sous-marine, on y va assez fréquemment, j'ai envie de dire, avec des engins notamment, alors parfois des sous-marins, parfois c'est des robots téléopérés, depuis le bateau, ou avec un joystick, on peut aller commander à l'engin d'aller à visiter ces zones-là. Et donc, dans ces canyons, que ce soit le long du flanc ou en plein milieu dans l'axe, on va avoir ces pointements, ces colonies de coraux qui viennent pousser ici à 350 mètres, alors pour vous donner une idée de la taille, les deux petits points verts que vous voyez, c'est des lasers projetés par le sous-marin, qui fait 6 cm ici. Donc vous voyez qu'une colonie peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres d'envergure, et puis il y en a un peu partout le long de ce flanc-là. Voir ici une autre espèce, Desmophilum pertusum, qui est plutôt dans l'axe très développé à 500 mètres de profondeur, où là on a des colonies qui s'étalent sur plusieurs dizaines de mètres d'envergure. Donc des structures qui sont assez impressionnantes. Alors justement, on a fait des relevés de ces deux espèces notamment qui sont les principales constructrices de récifs, Desmophilum qu'on appelait avant l'Ophelia pertusa, Madrepora oculata, et avec des collègues de l'Ifremer, on est allé, et du parc naturel marin du Golfe du Lion, on est allé relever les zones où on les trouve et puis constituer un modèle d'habitat là où ils sont censés être. Donc on l'enrichit petit à petit, mais en gros on voit que ce canyon est très largement colonisé par ces récifs-là. Alors il y a des zones où il y en a vraiment beaucoup, sur la marge ouest notamment, et puis des zones, des spots comme ça où à 500 mètres de profondeur on a une agglomération, donc des véritables récifs qui se développent. La présence de ces coraux-là, où c'est vraiment exceptionnel, en Méditerranée avant on n'avait pas beaucoup de données, c'était très discret, on commence à en avoir un peu plus, mais ici il y en a vraiment particulièrement beaucoup dans ce canyon, ont permis en 2011, au moment de la création du parc naturel marin du Golfe du Lion, d'étendre les limites pour intégrer les canyons sous-marins et avoir justement une possibilité de conservation de ces habitats patrimoniaux. Alors, on va avoir justement un statut de conservation qui se renforce au cours des années. Ils sont inscrits sur la liste rouge IUCN. Les récifs coralliens sont maintenant reconnus comme des écosystèmes marins vulnérables. Ils sont inclus dans la directive Habitat, et donc c'est l'habitat récif. Donc c'est-à-dire c'est un habitat naturel qui est géobiogénique, reconnu d'intérêt communautaire en raison de cette riche biodiversité accueillie. Donc cette fonction ingénieur. Et donc ils sont dans ce cadre dans la directive Habitat Faune-Flore, et donc sous couvert des zones Natura 2000. C'est un des habitats clés qu'il faut suivre, ou également dans la directive cadre stratégie pour le milieu marin, où c'est pareil, un des habitats qu'il est important de suivre et de préserver. Et puis, depuis l'année dernière, ils sont inscrits à l'échelle nationale comme sur la liste des espèces protégées françaises. Donc, la question évidemment, on a eu la chance d'avoir des magnifiques récifs à notre porte.
Maintenant, est-ce qu'ils sont déjà soumis à l'effet du changement climatique? Je vous ai montré tout à l'heure qu'on commençait d'avoir des indices très notables de réchauffement, de modification des masses d'eau. Et donc, quelles sont leurs sensibilités? Et puis, il y a la question des seuils. À quel moment il y a un risque de point de rupture, puisqu'on évoquait ce terme-là? Est-ce que ils peuvent subsister ou pas? Donc là, on a conduit pas mal d'expériences au laboratoire, avec notamment en conditions contrôlées, où les coraux sont maintenus dans des aquariums où on peut ajuster la température. Donc en Méditerranée, ils vivent généralement à 13 degrés. Ils vivaient, on va dire, puisque ça a commencé d'augmenter. Et donc, on a fait des tests un peu en dessous, 10 degrés, un peu au-dessus, 15, beaucoup au-dessus, 17. Et puis, on regarde la réponse sur plusieurs mois, histoire d'avoir quand même une dynamique de ces organismes. Alors, je vais aller assez brièvement sur ces types de résultats. Les faits marquants, donc vous voyez que sur 6 mois, jusqu'à 15 degrés, on n'a pas de mortalité. Ils tiennent le coup. Par contre, si on a une de plus 4 degrés par rapport à la température initiale, on a dès un mois un fort impact, et puis sur du long terme, ils meurent tous. Donc il y a vraiment, voilà, l'effet de la température peut avoir un impact très fort sur la survie, au moins sur les très fortes chaleurs. Maintenant, quand on regarde les descriptifs de l'état de santé, dès plus de degrés, donc dès les conditions 15 degrés, qui commencent d'être pas très loin de l'augmentation qu'on observe actuellement, on a des baisses de performance, une croissance qui est ralentie, moins de réserves énergétiques accumulées. Ce qu'on voit ici, c'est l'arrivée, là, jaune et rouge, c'est pour les températures 15 et 17 degrés, l'entrée de bactéries, dont certaines, on a identifié que c'était des bactéries pathogènes, donc des risques de maladies qui se développent et qui, pour certaines, vont favoriser justement cette mortalité. Donc on a une sensibilité qui est très forte liée au réchauffement. Ça, c'est en Méditerranée. On a refait la même chose avec des coraux qui venaient d'Atlantique. Donc pareil, dans ces aquariums, où on observe là aussi une augmentation pour les plus fortes valeurs de température, une mortalité très importante assez rapidement. Pour les autres, ils se maintiennent, mais il y a quand même un état de santé. En règle générale, on a un état de santé qui commence d'être dégradé dès une augmentation de 2 degrés. Donc l'effet de la température directement. Autre point, et ça c'est à partir de relevés in situ, donc on a déployé des plateformes sur lesquelles on équipe des boutures de coraux, et l'idée c'est de faire des suivis annuels de croissance. Alors il y a toute une technologie autour, on fait des marquages, Là voilà, on voit assez bien sur celle-là, c'est des petits fragments où tous les ans, on vient les revisiter et vous voyez que la petite flèche qui apparaît ici, c'est une augmentation d'un nouveau polype qui vient d'apparaître. L'année d'après, en vert, là, il y en a eu 3 qui se sont développés, puis ici 2 autres, en rouge, qui viennent d'apparaître. Et ça, on peut le faire sur toutes les branches et donc vérifier comment ils grandissent au cours du temps. Ce qu'il faut retenir, c'est que en fonction des conditions océanographiques et qui sont très liées aux météorologies de surface, on a une réponse qui va varier au cours du temps avec soit une croissance qui est accélérée quand on a des événements de plongée d'eau dense modérés. Quand on a des plongées d'eau dense très violentes, ça peut arriver certaines années. Alors, il n'y a pas forcément un allongement énorme de la colonie. Par contre, elle se densifie. Elle a plutôt tendance à se structurer pour se solidifier. On a plutôt des polypes à la base qui viennent reconsolidifier la structure. Et puis, les années où il n'y en a pas, où il n'y a pas eu du tout de plongée d'eau dense, ce qu'on observe, c'est un très fort taux de sédimentation. Ce qu'on voit ici, en fait, l'avantage de ces plongées d'eau dense, c'est que certes, ça apporte des nutriments, mais ça a aussi tendance à chasser le sédiment qui venait de s'accumuler. Ça les nettoie, en fait. Et donc là, ce qu'on observe, c'est une mortalité très importante. Pour ceux qui résistent, une croissance très ralentie. Et donc, on a vraiment un effet très néfaste de suffocation, de mortalité lié à cette courantologie qui est très réduite. Concernant l'acidification, alors, jusqu'à il y a une dizaine d'années, enfin non, je vais dire autrement. Pendant pas mal de temps, on a travaillé sur des échelles, c'est compliqué au début de travailler sur la réponse, surtout avec des organismes fragiles, à l'acidification. Les mesures qui étaient faites sur une semaine avaient tendance à montrer une baisse de calcification, donc pu être capable de bien minéraliser, avec une augmentation de la pression partielle en CO2, c'est-à-dire une baisse du pH. Donc, on pensait qu'il calcifiait moins. Puis, en travaillant sur du long terme, sur 6 mois, on observait qu'en fait, cette baisse, elle était
pour les premiers jours, puis ensuite, au bout d'un moment, on a tendance au contraire à réaugmenter, à calcifier plus, alors que le pH était plus faible. En fait, l'organisme régule son pH interne. Il a une capacité de faire échanger les protons à l'intérieur de ses tissus, de manière à maintenir un pH relativement élevé. C'est coûteux énergétiquement, mais c'est possible. Pour peu qu'il y ait à manger, finalement, ils arrivent à peu près à s'en sortir. Et donc, on a statué à peu près en 2015 que finalement, la calcification n'était pas le talon d'Achille de ces organismes, de ces coraux d'eau froide dans un océan acidifié. Et puis là, il s'avère que l'année dernière, on a changé un peu la donne, on a créé des aquariums pressurisés. C'est-à-dire que jusque-là, on travaillait avec des aquariums à pression atmosphérique, mais en développant la technologie, je suis désolé, je sais pas pourquoi l'image est si pixelisée, on a développé des aquariums qui sont donc sous pression, qui permettent de reconstituer les pressions partielles in situ à 800 mètres de profondeur, donc 80 bars, où on est resté pendant 4 mois à regarder comment et mesurer comment les coraux répondent à ces effets. Et donc, élevé alors à la fois une augmentation de température et à la fois une réduction du pH. Et là, les résultats ont été assez surprenants il y a quelques semaines, où on observe tout un front de zones complètement attaquées. Visuellement, on voit cette espèce de tache blanche, entre guillemets. Alors en fait, c'est pas une tache blanche. Si on zoome dessus, au microscope électronique à balayage, on voit un différentiel entre les deux, où en gros, ça ressort pas forcément très bien avec la qualité là de l'image, mais on a perdu une espèce de couverture, et en dessous, on voit des fibres d'aragonite qui sont à nu. En gros, c'est tout un volet qui a été dissous. Une décalcification du squelette. Quelque chose qu'on s'attendait pas du tout. Et en fait, les organismes se retrouvent de leur vivant attaqués, avec une dégradation de leur tissu et de leur tissu minéralisé, de leur squelette, ce qui met en péril finalement le devenir des récifs dans un océan acidifié. Ils risquent d'être beaucoup plus fragilisés et voire se dégrader. Alors, si avec le changement climatique, c'est-à-dire à la limite, on pourrait avoir des processus adaptatifs et finalement s'attendre à ce qui permettre de s'acclimater, s'accommoder de ces conditions. Et donc, on pourrait avoir, au moins se dire, allez, peut-être qu'ils vont résister. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit que dans ces milieux, il n'y a pas que le changement climatique, il y a tout un tas d'autres pressions qui interviennent dans ces habitats. Alors, la première, c'est celle qui est liée aussi au fait qu'on connaisse la présence de ces coraux d'eau froide, la pêche, et notamment la pêche par chalutage. Les chaluts traînant sur le fond viennent racler, alors ils devraient pas, mais bon, ça arrive souvent, qui viennent racler le fond, et alors là, c'est une déforestation. On casse tout, c'est des milliers d'années pour constituer un récif qui disparaissent en moins d'1 heure. Au large de l'Écosse, les mesures qui ont été faites par les collègues montrent que plus de 50% des récifs ont été complètement détruits. On les retrouve pas, on est même plutôt de l'ordre dans les 70% aujourd'hui. Il s'avère, alors vous voyez, alors ça date un peu, c'est de 1922, mais une publication de l'époque considérait les coraux d'eau froide comme des espèces nuisibles aux chalutiers. On a un peu changé de paradigme quand même. Mais c'est pour vous dire vraiment la vision qu'on pouvait avoir quand même à l'époque. Et là, c'est l'étendue qui avait été relevée dans les années fin des années 40 par le Danois, où on avait des très grands bancs coralliens de plusieurs dizaines de kilomètres d'envergure, voire même centaines de kilomètres, au large de la Bretagne. Et en fait, ces grandes taches là qui apparaissent, on n'arrive pas à les retrouver aujourd'hui. Alors, on a des zones où il y a plein de coraux morts, on a des zones où c'est beaucoup plus sédimenté. En fait, vraisemblablement, le fait d'avoir fait passer des chaluts pendant des dizaines et des dizaines d'années a quasiment anéanti le développement de ces organismes. En Méditerranée, on a la chance que le chalutage profond est un petit peu moins une coutume. Les canyons, en tout cas, sont relativement abrités. On va assez peu chaluter dans ces canyons, pour l'instant, en tout cas. En tout cas, les pêcheries françaises. Un peu moins vrai des pêcheries espagnoles. Et en règle générale, par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de chalutage au pourtour des canyons. C'est l'espèce de tache. Alors, bleu, en fait, c'est les bateaux français. Orange, c'est les bateaux espagnols. Ce qu'on voit, c'est qu'en gros, c'est beaucoup les Espagnols qui viennent travailler autour des canyons, voire des fois dedans, d'ailleurs. Et c'est ce qui a été relevé ici par les collègues catalans, où on a autour de Blanes, non, c'est pas Lamos, celui-là, avec l'activité de chalutage qui est très intense, vraiment quasiment au point de rupture du plateau continental et au début du canyon. Et c'est là où ils ont
travaillé énormément avec des conséquences. Alors, ce qu'ils ont montré aujourd'hui, c'est qu'ils ont même changé la morphologie du fond marin, qui est complètement raboté à force d'avoir ces engins. Et également, ce qui est mesuré avec des stations de turbidité, c'est des pics de flux sédimentaires qui interviennent en gros du lundi au vendredi, il n'y en a plus le week-end, et puis entre 8h et 17h. Donc il y a vraiment, c'est lié à l'activité de pêche. On a un transfert sédimentaire qui se fait du plateau continental, de la zone chalutée, vers l'intérieur des canyons, là où il y a les coraux qui se retrouvent complètement ensevelis de sédiments. Donc là, il y a une vraie inquiétude sur ce type d'usage pour les récifs, notamment méditerranéens, qui étaient jusque-là relativement préservés. Autre problème lié à la pêche, la perte d'engins, des filets de pêche, des palanques qui viennent s'emmêler autour des récifs. C'est extrêmement commun de voir ça. Alors, c'est lié au type d'activité, c'est à leur proximité de travail sur ces zones-là, mais c'est quelque chose où on a fréquemment ces problématiques. Une autre, la question de pollution, alors on en parlait finalement un peu déjà avec ces engins traînants, ces laisses de pêche. La pollution, notamment par les déchets, est une très grosse problématique en Méditerranée. Vous voyez ici, et notamment en profondeur, on a quasiment des décharges sous-marines. Hein. Là, on est à 500 mètres, 900, 1200, à 2000 mètres, des amas de bouteilles. Voilà, là, un récif corallien qu'on a relevé avec un sac plastique qui est complètement imbriqué dedans, on n'arrive plus à l'extraire. Et en règle générale, les mesures qui ont pu être faites, le tableau est un peu rébarbatif, mais en gros, ce qui montre, c'est qu'on a des valeurs, des quantités de morceaux au kilomètre carré qui peuvent atteindre, bon là, au large de Canyon de Messine, hein, c'est un peu au large de Naples, avec 500 000 déchets par kilomètre carré. Les collègues italiens me disent, c'est en fait des amas de déchets qui sont les uns sur les autres. C'est des décharges. En règle générale, on considère, alors c'est très variable d'une zone à l'autre, mais qu'en Méditerranée, on est entre 5 à 10 fois plus de déchets, de macro-déchets, que dans le reste des zones où on a pu travailler, dans l'Atlantique ou dans le Pacifique. Donc on a vraiment un gros problème de la Méditerranée, et parmi ces déchets, dans la majorité des cas, c'est des plastiques. Donc on est vraiment la Méditerranée qui est une mer qui est probablement la plus plastifiée au monde. Pour vous donner un exemple, alors vous voyez, sur cette image, combien vous voyez de morceaux? Donc on a un récif corallien, ici, avec différentes colonies qui se développent. Allez, qui envoie un morceau de plastique? 2, 3, 4, 5, plus. Voilà la réponse. Ah, j'arrive pas. Si, non, voilà. On en a 4 en fait. Il y en a un gros sac ici, un autre ici, et après on a 2 gobelets. Mon tireté part pas très bien, mais voilà, un ici et un là, les petits gobelets de café. Donc là, c'est juste à une petite échelle, vous voyez qu'on a 4 morceaux, et encore, c'est pas facile de les voir. Hein. Regardez la couleur qui est vite de la même teinte que une zone de corail mort. Il peut y avoir du sédiment qui vient dessus. Donc en règle générale, les relevés qu'on peut faire, il faut se dire que c'est souvent sous-estimé parce qu'on n'a pas une capacité de détection pour l'instant qui est hyper développée. Néanmoins, on vient de faire avec ma thésarde, là, on a publié c'est cette semaine une standardisation des méthodes pour justement quantifier les déchets, où on a relevé donc les mesures de déchets en profondeur, avec donc les typicités de déchets. Et ce qu'on peut retenir, c'est que pour la Méditerranée et notamment le canyon de la Casse-du-Tier, on est de l'ordre de 30 000 déchets par kilomètre carré, essentiellement plus de 60% représentés par des restes de pêche, palangres et filets essentiellement. Atlantique, on est allé travailler sur un autre canyon, et là c'est 18 000 déchets par kilomètre carré, et avec majoritairement des sacs plastiques. Donc, suivant les endroits, ça peut un peu changer. Par contre, il y a quand même des quantités qui sont extrêmement importantes et qui ont été révisées beaucoup à la hausse par rapport à ce qu'on connaissait à ces milieux-là. D'autant plus que ici, on parle de macro-déchets. Et la problématique, c'est que ces macro-déchets peuvent se fragmenter en petits morceaux, en microplastiques. Il y a également les plastiques issus de la production primaire, d'origine primaire, hein, donc les polymères de base, ceux qui sont issus de l'usure naturelle, qui vont contaminer. Et ça, je pense que Valérie en parlera juste après un peu plus de cette pollution plastique. Donc, je vais pas m'étendre dessus. Très rapidement, les conséquences qu'on a pu mesurer, un peu comme on a fait pour la température, on a exposé des coraux à des plastiques, soit des gros sacs, soit des microplastiques. Bon, c'est zoomé là, mais vous voyez qu'ils en ont capturé dans leurs tentacules. Donc, en règle générale, ce qu'on observe, c'est un effet mécanique, à la fois un effet barrière du sac plastique, où les coraux arrivent plus à s'alimenter puisqu'ils ont plus accès à la nourriture qui est bloquée par le sac, ou le fait que
coraux capturent les microplastiques et puis essayent de s'en débarrasser. Et en fait, ils n'arrêtent pas de faire ce travail de je les ai pris, je les relâche, et ils s'épuisent énormément dans ce processus pour finalement se retrouver extrêmement fragilisés. On a des baisses de croissance, des baisses de reproduction, des changements du microbiote intérieur, donc les bactéries associées au corail et qui normalement assurent un bon état de santé. Donc voilà, il y a cet effet-là, sans parler possiblement d'un effet chimique où les plastiques accumulent des contaminants qui vont être relargués dans l'organisme, et donc un effet biologique qui est lié donc à la modification de ce microbiote. Et ce qu'on en voit, c'est généralement, ça c'est pas la bonne nouvelle, c'est que les microplastiques ont l'air d'avoir plus d'impact que des macrodéchets. Sur les macrodéchets, au cours du temps, il peut y avoir une réorientation de croissance pour éviter le film plastique, où les coraux changent donc leur orientation de croissance petit à petit. Sur les microplastiques, c'est pas le cas. Le bilan général, du coup, ces effets cumulés, température plus autres problématiques, généralement, on observe des pressions qui sont très fortes pour les coraux profonds et notamment pour les espèces qui sont celles qui fabriquent les plus grands récifs. Les Desmophyllum pertusum, par exemple, ceux qui forment les récifs les plus développés, se retrouvent être les plus fragiles à des conditions changeantes. Et donc ça, ce qu'on anticipe un peu, c'est des choses qu'on a déjà vues dans les eaux de surface. C'est en fait, certaines espèces sont plus résistantes. Il s'avère, là, c'est le cas d'Androphilia cornigera, qui est un corail d'eau froide assez joli, mais par contre qui fabrique jamais que c'est à l'échelle, hein. Donc c'est des toutes petites structures par rapport à ces récifs-là. Et donc si les structures sont petites, elles n'ont pas du tout la même capacité d'accueil de la biodiversité. Et donc là, c'est vraiment les problématiques, un risque de changement de paysage sous-marin, un risque de changement de fonctionnalité en termes d'espèces ingénieurs et de capacité d'attraction de la biodiversité et de la maintenance aussi des ressources finalement de pêche qui sont associées à ça. Du coup, les mesures, et on en terminera sur ces volets-là, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose pour sauver ces coraux qui sont, dans certains cas, très moribonds. Là, il ne reste plus qu'un tout petit bout qui est encore vivant, tout le reste a commencé de décrépir. Alors, bien sûr, il faut réduire les pressions. Il y a des travaux qui ont été engagés. Le chalutage, il y a une loi européenne de 2016 qui bannit le chalutage au-delà de 800 mètres de profondeur. Donc, il y a des réglementations qui sont prises avec une problématique. C'est difficile de contrôler au large quand on est à plusieurs kilomètres. Et il y a beaucoup de non-respect des réglementations. Et ça, on s'en est aperçu avec les dernières évaluations au SPAR, où finalement, entre le avant et après le bannissement du chalutage, on s'est aperçu que la situation dans la majorité des cas n'avait pas changé. Il y a toujours autant d'activités. Voire dans certains endroits, ça avait été amplifié. Donc même si la loi existe, elle n'est pas forcément appliquée, ou en tout cas, on n'arrive pas à l'appliquer comme il faut. Il y a la question de réduire les pressions aussi par des mesures d'évitement. Et là, c'est un gros travail qui est lié avec le parc naturel marin du golfe du Lion, où dans la zone de compétence du parc marin, ce canyon Lacasse du Thiers qui est, vous voyez, pas mal chaluté par les notamment bateaux espagnols. L'idée, c'est de trouver un moyen de les éloigner, notamment de la zone la plus sensible où il y a le transfert sédimentaire qui peut intervenir, d'essayer de les reculer. Donc ça, c'est mis en place alors grâce à la création d'aires marines protégées, où on peut faire de la restauration passive. Et donc ça, on a commencé d'engager des choses avec l'État français sous l'égide de loi européenne pour augmenter notre couverture de zones protégées. Alors ce qui est vrai, contractuellement, on a augmenté la superficie, mais souvent avec une complexité des différents statuts entre ce qui est parc national, réserve, parc marin, parc régional, zone Natura 2000, qui n'ont pas les mêmes objectifs. C'est pas toujours facile d'arriver à avoir une mesure d'efficacité. Et puis il y a des choix, il faut être clair, qui sont parfois pas toujours évidents, mais je vais revenir dessus juste après, qui sont difficiles aussi dans les zones frontalières. Ici, on a un problème, c'est qu'on est à la frontière avec l'Espagne et les eaux, la limite des zones d'exclusivité économique n'est pas la même selon si on est français ou si on est espagnol. Chacun a défini des bordures qui se chevauchent et donc on a un trou un peu réglementaire où on ne sait pas qui est chez qui. Donc ça, c'est une autre problématique. Et puis, il y a des choix aussi sur les zones de protection forte, par exemple, qui sont en train d'être établies en ce moment, avec l'État a décidé de mettre des zones de protection forte au-delà de 800 mètres de profondeur, avec l'argument principal que les pêcheurs leur ont dit « nous, on n'ira pas là-bas ». Donc, il n'y a pas de pression. Alors c'est bien parce que les scientifiques n'y étaient pas encore allés, donc en plus on ne sait pas s'il y a des choses à préserver. Donc pour l'instant on ne préserve que des zones où on sait qu'il n'y a aucune pression et peut-être aucune zone d'intérêt, en tout cas communautaire,
prévu. Donc bon, là, c'est des contradictions avec les services de l'État, enfin les services de l'État, ils font ce qu'ils peuvent, mais avec ce qui est commandité tout en haut lieu. Et voilà, juste pour terminer quand même, est-ce qu'on peut faire de la restauration active, d'aller réparer des zones dégradées? Donc là, c'est vraiment des travaux qui sont en cours. Il y a une loi européenne qui a été mise en place en 2023. On est en train de tester ça, donc on a déployé l'an dernier au large de l'Orient, en gros, dans un des canyons du golfe de Gascogne, des récifs 3D, certains équipés de boutures de coraux. L'idée est d'évaluer si ça suffit à faire réattirer de la biodiversité, à réattirer du corail qui viendrait recruter dessus, à aller voir s'agrandir ou pas. On teste la faisabilité, je vais être très honnête. Après, il faut mesurer le coût entre l'investissement mis pour le faire et est-ce que c'est vraiment suffisamment efficace. Et puis attention, parce que les récifs artificiels, il y a eu énormément d'erreurs qui ont été réalisées dans le passé. Il ne faudrait pas recréer ça dans ces milieux-là. Donc je serais très mesuré comme étant une solution durable. Ça sera fait peut-être localement, mais il faut le faire de façon très attentionnée. Voilà, j'en termine avec ce volet-là. Tiens, bon, il a bugué, mais de toute façon, c'était ma dernière diapo. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Franck, et notamment pour le petit teaser, hein, c'est parfait.